Bonjour à tous, bienvenue chez AG2R La Mondiale. Avec Virgile Caillé de l'Union Sport et Cycle, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler des Français et du vélo. Alors quelques mots sur AG2R La Mondiale. Comme vous le savez, nous avons un lien assez indéfectible avec le cyclisme. Cette année, ça va faire 25 ans que nous sommes engagés dans ce sport. Vous le savez, nous sommes partenaires d'une équipe World Tour, AG2R Citroën. Nous sommes partenaires du Tour de France, partenaires de Classique française. Nous sommes également partenaires de la Fédération française de cyclotourisme et de la Fédération française de cyclisme. Donc ces engagements sont nombreux et ils sont surtout riches de sens et d'action pour un groupe de protection sociale et patrimoniale comme AG2R La Mondiale. Pour que vous compreniez bien, on est un assureur de personnes, on protège la vie d'un Français sur 4. On est un acteur majeur de la santé en France et donc tout ce qui permet de promouvoir la bonne santé, les actions de prévention santé sont évidemment de notre responsabilité et nous savons à quel point la pratique régulière du vélo permet justement d'entretenir sa forme, son bien-être et sa santé. Alors ce que fait AG2R La Mondiale très concrètement en ce domaine, nous avons par exemple créé une communauté en 2015 qui s'appelle Vivons Vélo et qui aujourd'hui est une des plus grandes communautés de pratiquants de vélo en France. Cette communauté est formée à peu près de 300 000 membres qui font du vélo ensemble et qui partagent leur passion de la petite reine grâce à une application mobile gratuite, grâce aux réseaux sociaux de Vivons Vélo et aussi qui se rencontrent dans des rassemblements que nous organisons notamment avec la Fédération française de cyclotourisme entre avril et octobre partout en France. Voilà. Donc l'intérêt d'AG2R La Mondiale, vous l'aurez compris, c'est que plus il y aura de Français à vélo et mieux ce sera pour leur santé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité explorer, comprendre le lien qui unit les Français avec le vélo, parce que on est tous d'accord avec ça, c'est qu'on voit que la pratique explose. Alors il y a deux signes parmi de nombreux autres signes, mais il y a deux éléments qui ont retenu particulièrement notre attention. D'abord un chiffre, et ça vous allez les découvrir tout à l'heure dans l'étude que l'on a réalisée avec l'Union Sport et Cycle. 65% des Français de plus de 18 ans ont fait du vélo ces 12 derniers mois. Ça veut dire à peu près 32 millions de Français ont pratiqué le vélo cette année. On avait posé la même question avec Nielsen Sport en 2016, ils étaient 22 millions. Donc en quelques années, en 6 ans, on a gagné 10 millions de pratiquants quasiment. Un autre indice qui montre l'explosion de la pratique et de différentes pratiques d'ailleurs du vélo, c'est la présence du vélo en ville. On voit que cette pratique explose complètement. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, entre la crise sanitaire qui incite à la distanciation sociale, la prise en compte des enjeux climatiques qui nous incitent à adopter des modes de déplacement alternatifs. Mais il y a aussi, et ce que je retiens, c'est l'action publique, l'action politique qui développe les infrastructures et multiplie les aides à l'équipement. Voilà. Donc cette tendance, nous ce que l'on souhaite comprendre, en tout cas ce matin, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce qu'au contraire c'est une transformation profonde, durable. On se pose des questions sur la nature du lien qui unit les Français au vélo, quelle perception ils ont du vélo, quelles attentes ils en ont, quels en sont les bénéfices pour eux, quels sont les leviers qui nous permettraient de développer une pratique plus large et surtout plus régulière, et puis est-ce qu'il y a des nouveaux usages sur lesquels il va falloir parier, en tout cas qu'il va falloir encourager. Donc ce sont ces questions et d'autres auxquelles nous allons essayer de répondre ce matin. Et avant de passer la parole à Virgile, quelques mots sur comment va se dérouler notre matinée. Nous allons commencer donc par la présentation des principaux résultats de l'étude que l'on a réalisée donc avec l'Union Sport et Cycle. Cette présentation sera suivie de 2 tables rondes qui vont plus particulièrement parler du vélo taf et du voyage à vélo. Et puis nous terminerons la matinée par la projection d'un film, Les Échappés, qui, je suis sûr, sera source d'inspiration pour chacun de nous. Voilà. Donc j'espère que vous trouverez intérêt à suivre cette matinée. Je vous souhaite donc une bonne matinée vélo. Virgile, si tu veux dire. Oui, merci Emmanuel. Merci Emmanuel et Camille de nous accueillir ici chez vous, chez AG2R. On est un peu à la maison ici à force, parce qu'on revient régulièrement. On a beaucoup d'opérations avec AG2R La Mondiale, très présent sur ces sujets effectivement de sport santé, de prévention par l'activité physique et sportive, et notamment par le vélo. Merci à vous aussi d'être venus assister à cette présentation.
Évidemment, je ne serai pas très long parce que l'essentiel, c'est quand même cette étude, de découvrir cette étude. Un petit mot pour saluer la présence d'imminents représentants de la direction technique nationale de la FFC et puis de Séverine Desbouilles impliquée dans de nombreuses initiatives sur le vélo. Je salue également Jérôme Valentin qui va peut-être nous rejoindre, qui est le président du collège Cycle et Mobilité de l'Union Sport et Cycle. Et dans l'Union Sport et Cycle, ça vous aura pas échappé, il y a le mot cycle. Et évidemment, dans notre ADN, nous sommes très attachés à tous ces sujets de cycle et de mobilité active. Alors on produit au sein de l'USC déjà pas mal de chiffres, de données que vous connaissez probablement, autour de nos points de conjoncture réguliers que l'on produit tous les trimestres, et puis et surtout notre observatoire du cycle, un passage incontournable de la saison, où on présente les chiffres de marché. Mais on est sur des chiffres que je vais qualifier de froids, c'est-à-dire que ce sont des chiffres de vente de vélos neufs, de pièces, d'accessoires. Et c'est vrai qu'on manque un peu d'éléments, on manque de littérature sur les comportements, les habitudes, les intentions des Français en matière de cycle et de mobilité active. Et je remercie sincèrement AG2R La Mondiale d'avoir enclenché cette initiative, cette étude, parce que c'est un petit peu inédit. Et vous allez voir au travers des chiffres que Jean-Philippe et Camille vont vous présenter dans quelques instants, eh bien des signaux, j'allais dire des signaux faibles. Alors ils sont plus faibles maintenant, ça devient des signaux vraiment assez prégnants dans notre quotidien et des tendances très intéressantes qui vont se dégager. Et évidemment, on va essayer de se projeter un peu avec deux thématiques très importantes, le vélo taf et le tourisme itinérant à vélo. Voilà un petit mot quand même sur la méthodologie de cette étude, c'est important parce que je crois que je devais le dire, hein, Jean-Philippe, c'est bien ça. On est sur une étude extrêmement robuste puisqu'on a interrogé 5000 Français. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de ce genre de sondage, hein, puisqu'on est sur du déclaratif, mais pour les sondages politiques, on interviewe entre 1000 et 1200 Français pour en dégager des tendances de fond. Là, on est sur 5000 Français, ce qui nous offre une vraie robustesse, une vraie granularité dans les résultats. On va pouvoir aller très loin dans l'analyse par région, par genre, par CSP, et tout cela, ça sera évidemment dans un deuxième temps. Là, forcément, ça va être un peu frustrant. On va vous présenter une hypersynthèse de cette étude. Donc, méthode des quotas, 18 ans et plus, online. On est sur du déclaratif, mais encore une fois, les tendances que Jean-Philippe et Camille vont vous exprimer maintenant sont extrêmement importantes. J'en dis pas plus. Place à la présentation de l'étude et on se retrouve tout à l'heure pour les deux tables rondes. Alors bonjour à tous. On est ravis avec Camille de vous présenter les principaux enseignements de cette étude. Le principal intérêt de cette étude, c'est un peu de sortir des idées reçues, combattre aussi certaines idées reçues qui accompagnent l'image qu'on peut avoir du vélo et voir ce que pense réellement les Français sur l'image du vélo. Alors cette étude, elle délivre 3 messages que vous allez retrouver un peu à travers l'ensemble des résultats qu'on va présenter aujourd'hui. Le premier message, c'est vraiment un message de rupture. Cette étude, elle montre que la place accordée au vélo par les Français est en train d'évoluer très fortement. Vous allez voir que le vélo y apparaît comme une solution crédible à la fois pour le respect de l'environnement et à la fois une solution pour les déplacements du quotidien. Au-delà de cette rupture, il y a un deuxième message qui est les nouveaux usages. Vous le constatez évidemment tous les jours si vous êtes parisien ou dans d'autres grandes agglomérations. La place du vélo en ville se développe, le vélo taf se développe, mais il n'y a pas que le vélo taf qui est en plein essor, il y a aussi les voyages en vélo, ce qu'on appelle l'itinérance, qui est en plein boom, et cette étude nous le démontre également. Troisième message, c'est évidemment la santé. La santé et plus particulièrement la sédentarité, qui est peut-être le mal du siècle. On va voir que le vélo apporte des bénéfices évidents et que le vélo répond à cet enjeu de santé et de lutte contre la sédentarité. Première idée reçue sur laquelle nous voulions combattre l'imaginaire collectif, le vélo serait une source de polémique et l'image du vélo se serait dégradée au cours des dernières années. Alors il ne s'agit pas ici de nier certains conflits d'usage qui peuvent arriver au quotidien dans les agglomérations, mais bien de rappeler un élément fondamental qui est que l'imaginaire qui entoure le vélo est largement positif. Alors évidemment, en France, on a une culture qui est imprégnée du Tour de France, du maillot jaune, de Thibaut Pinot au Tourmalet, mais cette
imaginaire sportif, vous le voyez à l'écran, il n'est en fait que minoritaire. Quand on parle de vélo, c'est avant tout du plaisir, du loisir. Ça, c'est la première idée forte qui revient. Quand on parle de vélo, on parle de nature, on parle de respect de l'environnement, qui est de plus en plus prégnant, notamment depuis le sortie du Covid. Et quand on parle de vélo, et c'est peut-être la nouveauté qu'on va retenir de cette étude, on parle de mobilité active et de solutions pour le déplacement du quotidien. Vous le voyez, les mots négatifs associés au vélo arrivent très, très, très loin derrière. L'imaginaire est largement positif. Alors évidemment, chaque Français, en fonction de son profil, a sa propre vision du vélo. Évidemment, de manière assez traditionnelle et parfois un peu classique, les hommes et les jeunes de 18 à 24 ans vont être plus dans la compétition. Les femmes vont avoir une vision plus associée au loisir. La santé, au contraire, sera une vision peut-être plus associée aux seniors. De cet imaginaire positif découle peut-être également une image positive des cyclistes. 2 Français sur 3 nous disent avoir une bonne image des cyclistes en général. Donc c'est un imaginaire très positif dans les représentations, c'est un imaginaire très positif dans la vie quotidienne pour côtoyer les cyclistes. Point signaux faibles, quand même à noter, chez un tiers de Français, donc les 30% de Français qui nous disent ne pas aimer les cyclistes, il y a quand même une raison qui émerge, c'est le manque et le peu de respect du code de la route de certains cyclistes. Donc c'est pas du tout majoritaire, mais c'est un signe faible à prendre en compte pour que dans les prochaines années, dans nos prochaines études, l'image de ces cyclistes soit toujours préservée. Et alors justement, c'est bon, ça marche ? Non, là c'est bon. Et alors justement, Emmanuel Chazalier le disait tout à l'heure, quand on a fait notre première étude en 2016, cette étude avait été accompagnée de focus group, donc on avait rassemblé des personnes dans 2 villes en France, à Lille et à Lyon. Et on les avait aussi interrogés sur l'image qu'ils avaient des vélos et du cycliste en général. Et on avait été assez frappés par l'image un petit peu ringarde, parfois, des cyclistes, et qui peut encore exister aujourd'hui. C'est vrai que le vélo est parfois associé à l'activité de son grand-père. Et pourtant, aujourd'hui, en 2022, l'étude, alors double scoop, le lycra est revenu à la mode, et en plus, le vélo est vraiment pratiqué par tout le monde et par tous les âges. Puisque 65% des Français disent avoir pratiqué du vélo au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Et si on regarde un petit peu plus leur profil, alors, on va rentrer tout de suite par un signal faible, comme le disait Jean-Philippe. Il y a 71% des hommes, 59% des femmes. Il y a quand même encore un décalage, même si c'est en progression. Il y a sûrement beaucoup de choses à faire pour encourager les femmes, et on le verra sûrement après pendant les tables rondes. Peut-être qu'elles se posent plus de questions, peut-être que ça leur paraît plus un mur un peu plus grand de se mettre au vélo. On verra ça tout à l'heure. Deuxième chiffre très éloquent qui montre que ce n'est pas une activité de grand-père, c'est que 82% des 18-24 ans ont fait du vélo au moins une fois au cours des 12 derniers mois, ce qui est un chiffre quand même très important. Et puis, je voudrais insister sur un dernier point qui est, on peut avoir une idée reçue qui est que le vélo est réservé pour la ville, pour les déplacements. Or, en fait, le vélo est plébiscité par tous les milieux, qu'on soit urbain ou rural, puisqu'il y a 62% des personnes habitant dans des agglomérations de moins de 2000 habitants qui en pratiquent. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire à chacun sa pratique. Ce sera sûrement une autre pratique différente, mais en tout cas, il y a une pratique pour tous, puisque finalement, 50% des pratiquants font du vélo pour le loisir. La moitié des personnes le considèrent comme un loisir, alors que les cyclistes en lycra viennent en second temps, puisque c'est que 26%, enfin que un bon quart des cyclistes en font pour vraiment le sport, la performance. Autre fait très intéressant, c'est évidemment l'émergence des nouveaux usages du vélo. Alors, on parle de nouveaux usages, mais on est en France, hein, pour nous c'est quand même assez nouveau, cette émergence du vélo taf. Il y a 8% des Français qui se rendent au travail à vélo. D'après nos calculs, ça fait quand même 4 millions de Français.
et l'itinérance qui remonte beaucoup avec 4%, donc 2 millions de Français. Alors si on regarde d'un petit peu plus près justement la fréquence de la pratique, puisqu'on l'a dit dans le slide juste avant, c'était les chiffres correspondant à la question qui était au cours des 12 derniers mois, donc on a voulu aller un petit peu plus loin, et on a quand même un bon tiers des cyclistes qui sont assidus. Ça peut s'expliquer par justement l'émergence du vélo taf, qui est une pratique qui par essence est plus régulière. Mais on a quand même, autre signaux, celui-ci il est quand même fort, il y a quand même un bon gros ventre mou, j'ai envie de dire, 43% de pratiquants qui ne sont qu'occasionnels. Donc il faut se poser les bonnes questions pour voir comment on peut transformer tous ces Français en pratiquants plus assidus. Alors, il y a une pratique qui est très assidue, c'est le vélo taf. Mais on entend parfois, et même souvent, que le vélo ne serait absolument pas une solution pour les déplacements du quotidien, que c'est pas crédible, que c'est un gadget pour les urbains. Ces deux arguments, à la lecture des résultats de notre étude, ils ne tiennent pas. Alors, souvenez-vous, pendant la pandémie, on se demandait souvent, au journal télévisé, quel serait le monde d'après. Le monde d'après, eh ben, il est quand même assez similaire au monde d'avant, mais avec plus de vélos. Et ça, les Français, ils l'ont bien senti, et ils nous le disent, que cette mode et cette tendance autour du vélo, eh ben, elle va durer. C'est une tendance de long terme. Donc 3 Français sur 4 nous disent que le boom actuel de la pratique va durer. Cette tendance, elle est alimentée par 2 imaginaires et deux pratiques qui évoluent. Et pour les Français, c'est clair et net, ils nous disent que le vélo, c'est une solution crédible pour préserver l'environnement, 2 tiers d'entre eux. Et de manière équivalente, ils nous disent que c'est l'avenir des déplacements du quotidien. Donc on a une espèce d'unanimité autour de la place importante que doit prendre le vélo pour le quotidien, les déplacements du quotidien et pour le respect de l'environnement. Des thématiques qui vont certainement, à n'en pas douter, alimenter les prochains quinquennats qui vont arriver. Et je parlais au début de mon intervention de rupture. Cette rupture, elle est notamment générationnelle. On voit que les jeunes générations accordent une place plus importante au vélo comme une solution environnementale ou comme une solution d'avenir de la mobilité. Alors encore une fois, il y a certainement des imaginaires qui jouent ici. Peut-être que les seniors ont vécu dans un imaginaire où le tout voiture était la norme. Peut-être qu'il y a progressivement une inversion dans ces normes. Et vous le voyez sur le graphique, il est assez éloquent. Les jeunes générations portent cette envie, cette appétence pour le vélo du quotidien et comme solution environnementale. Deuxième graphique qui nous a particulièrement marqué, c'est que le vélo, c'est une solution pour tous. Et encore une fois, ce n'est pas juste un gadget pour les urbains des très grandes villes. Ce que nous disent les Français, c'est que, quel que soit le lieu où ils habitent, ils considèrent le vélo comme une solution environnementale et comme l'avenir de la mobilité. Que vous soyez en campagne ou que vous soyez en rural, il y a cette même envie, il y a cette même appétence pour le vélo. Alors effectivement, ça pose des questions d'infrastructure. On y reviendra juste après. Les personnes habitant dans certaines zones rurales possèdent moins d'infrastructures vélo et ont moins la possibilité de faire ce vélo du quotidien auquel ils aspirent pourtant. Quatrième idée reçue que nous J'ai pas fait de transition, Ah. pardon. C'est pas grave. Quatrième idée reçue que nous avons souhaité déconstruire, en tout cas que les Français remettent en cause dans l'étude, c'est que le vélo, c'est trop fatigant, que c'est dur de s'y mettre, que vraiment, c'est quand même un mur, il faut y aller. Et alors, encore une fois, ils nous montrent quand même le contraire, puisqu'ils identifient aussi très très bien les bénéfices associés à la pratique. Non seulement tu me fais pas de passe décisive, mais en plus tu passes pas les slides. Si, c'est bon, vas-y. Donc, ils identifient très très bien les bénéfices du vélo, et notamment à la fois sur leur santé physique, mais aussi sur leur santé psychique, puisque ils sont 56% à dire que grâce au vélo, 56% des pratiquants disent que leur condition physique est meilleure grâce au vélo, et 39%
que leur morale est meilleure. Et quand on regarde un petit peu les autres bénéfices qu'ils identifient, ce qui remonte en premier, c'est moins polluer à 52%, découvrir de nouveaux endroits à 36%, et un quart des pratiquants disent que le vélo leur permet de partager des moments avec des proches. Donc on est vraiment sur des bénéfices qui ont rapport avec leur bien-être, leur santé mentale, leur santé physique. Donc on aurait dans le vélo, les Français le reconnaissent et le disent, un bel outil de santé publique. Un outil qui permet de se sentir en meilleure santé, de se sentir mieux, et donc un bel outil pour baisser les coûts globaux de la société au niveau de la santé. Et d'ailleurs, dernier chiffre très éloquent qu'on voulait mettre en avant, c'est quand on demande aux Français de noter leur état de santé sur une note de 1 à 20, la moyenne est de 12, alors que les pratiquants de vélo notent leur santé à 14, ce qui est une très bonne note. Je pense que tous ces chiffres montrent à quel point on est aujourd'hui face à un contexte dans lequel les Français croient au vélo. Ils affirment en tout cas que le vélo c'est bon pour eux, bon pour leur santé. Ils croient au vélo comme une solution d'avenir. Pour autant, on l'a pas mis, mais il y a un autre chiffre qui était assez éloquent, c'est qu'ils disent que c'est pas prioritaire par rapport à d'autres mesures. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour justement passer d'une nation, des Français qui croient au vélo, qui sont pratiquants, mais pas encore assez assidus pour avoir des réels effets sur la santé collective et individuelle. Pour répondre à cette question, autant auparavant je vous parlais de rupture dans l'image qu'ont les Français du vélo, autant sur les freins qui les empêchent de pratiquer, on est dans une certaine continuité. Ces freins, ils sont identifiés désormais depuis de nombreuses années et les quelques chiffres que je vais vous présenter ici n'apportent pas de réelles nouveautés. Quand on demande aux Français s'ils ont peur de se faire voler leur vélo en ville, une majorité de Français nous répondent oui. Quand on leur demande aux Français s'ils peuvent stationner facilement avec des endroits sécurisés, évidemment, ils répondent pas forcément oui. Et quand on leur demande si ils se sentent en sécurité, quand on roule en vélo, la réponse est plutôt non. Et quand on leur demande si les pistes cyclables sont suffisantes autour d'eux, la réponse est évidemment non. Donc les freins, ils sont connus, le vol, le stationnement et plus de pistes cyclables. Alors ce qui est intéressant quand même de noter, donc les priorités qui sont identifiées par les Français, ça répond aux peurs que je vous ai expliquées juste avant, donc plus de pistes cyclables sans discontinuité et des stationnements prioritaires et adaptés, sécurisés pour les vélos. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a deux signaux qui apparaissent. Le premier, c'est l'investissement encore parfois trop faible des entreprises. On sait qu'un des freins à la pratique du vélo taf, c'est le manque de douche à l'arrivée au travail, c'est le manque de parking suffisant pour garer son vélo quand on arrive au travail. Et les Français nous disent, de manière assez écrasante, on ne vous a pas mis les chiffres, mais il y a un investissement encore trop faible des employeurs pour promouvoir cette mobilité cyclable. Le deuxième point, c'est qu'il y a une notion de peur qui est assez importante. Et en fait, pourquoi on ne fait pas du vélo ? Tout simplement, très souvent, parce qu'on a peur soit pour soi, soit pour son vélo, se le faire voler, etc. Donc philosophiquement, il y a des freins psychologiques à lever qui sont assez importants. Alors, on a demandé aux Français de noter les conditions cyclables qui étaient les leurs. Note moyenne de 12 sur 20, c'est ni bon ni très mauvais, c'est moyen donc. Ce qui est important de noter, c'est évidemment cette courbe que vous voyez en rouge sur le graphique. En fait, plus vous vivez dans des grandes villes, plus vous jugez que les conditions cyclables sont bonnes. Alors c'est peut-être contre-intuitif et c'est peut-être à l'inverse de ce que vivent certains Parisiens ou habitants de grandes villes parmi vous. Mais en fait, il suffit de se rappeler, je prends toujours cet exemple, imaginez-vous en campagne, vous prenez une départementale ou une route nationale avec votre vélo, aucun aménagement cyclable et vous avez 3 villages à faire pour aller voir votre grand-mère ou aller faire les courses.
pendant ce trajet, il y a une centaine de voitures, peut-être un peu moins, une cinquantaine de voitures qui vous frôler à moins d'un mètre. Et encore, ça, c'est si vous avez de la chance. Peut-être que vous aurez la malchance de croiser des poids lourds qui, eux aussi, vous traversent à pleine vitesse, à 80 à côté de vous. Et donc, forcément, le sentiment de sécurité de ces gens en campagne sera forcément encore moins bon que ceux exprimés par les urbains. Donc c'est l'explication qu'on apporte à cette différence de notation entre les gens qui habitent en campagne et les gens qui habitent en ville, qui est présentée ici. Alors, on en a terminé pour cette présentation d'études. Peut-être avant de laisser la parole à nos invités sur les tables rondes, dire un petit mot de conclusion. On est une nation évidemment de croyants. On a vu la place du vélo qui augmentait et qui avait un imaginaire extrêmement positif autour de cette pratique. La question qui se pose, c'est comment passer de croyants à pratiquants assidus et comment faire pour que cela se développe de manière encore plus importante dans notre pays. Et ben, c'est tout l'objet de nos deux tables rondes qui vont nous animer tout de suite. Merci à vous deux. On retrouvera Camille un petit peu plus tard sur la deuxième table ronde. On va évidemment tenter de répondre à ces questions et je vais tout de suite vous demander d'accueillir les trois témoins qui vont participer à cette première table ronde. Céline Forestier, qui est là, la CEO du groupe Cyclable, un réseau qui regroupe plus de 60 magasins, des seuls réseaux bien structurés, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux magasins, on va en reparler, mais c'est pas toujours très structuré. Céline, si tu peux te mettre là, tiens, un micro. Stein van Osteren, qui est un auteur, qui va nous rejoindre également, il est là, voilà, parfait. Qui est diplomate à l'ambassade des Pays-Bas, un pays qui connaît bien le vélo, justement, et surtout qui a écrit un bouquin, Pourquoi pas le vélo, envie d'une France cyclable, et qui a probablement un avis très éclairé sur ce sujet du vélo taf. Et enfin Stéphane Follier, qui est le directeur général de Cyclofix, les services, parce qu'évidemment plus de monde sur le vélo, plus de monde pour aller au travail au quotidien, ben forcément, ça veut dire plus de besoins en termes de réparation, etc. Et on en parlera avec vous dans quelques instants. On l'a dit, vélo taf, signaux faibles, plus si faibles que ça d'ailleurs, et vous allez avoir sous les yeux, alors nos invités ont eu cette synthèse d'études au préalable pour s'en inspirer. Néanmoins, je vais vous poser une première question à tous les trois, et je vais commencer par vous, Céline, on va se vous voyez pendant la table ronde. Comment vous jugez ces résultats? Est-ce qu'ils vous apprennent quelque chose? Est-ce qu'ils vous éclairent? Est-ce qu'ils vous surprennent? Une première réaction sur ces éléments dévoilés dans cette étude AG2R La Mondiale avec l'USC. Alors, on va peut-être appuyer sur il y a un petit bouton. Tac, et après, il y a un petit temps de latence, mais ça va fonctionner. Bonjour à tous. Merci d'avoir invité Cyclable, que je représente aujourd'hui au travers de cette étude. Alors, une première surprise que j'ai à nouveau entendue ici en complément de la lecture attentive que j'ai fait, c'est vraiment, et c'est encourageant, c'est cette image belle et positive du vélo. On avait l'impression ces derniers temps qu'il y avait une tendance un petit peu plus négative du fait parfois des tensions qu'il faut y avoir sur les routes dans les villes, mais c'est clair que cette image très positive que renvoie cette étude autour du vélo est très favorable. Et puis, ce que je pense, c'est que vraiment, elle montre que tous les Français ont envie de prendre le vélo au sérieux, pas uniquement comme un loisir, comme un sport performance. Ça fait partie des données, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on commence à vraiment prendre le vélo au sérieux, et ça engage en fait tout un écosystème derrière, parce que si les Français le prennent au sérieux, alors les politiques le prennent au sérieux, et je pense qu'on engage un vrai cercle vertueux pour la pratique. Et puis je voulais aussi remercier l'AG2R et l'USC d'avoir réalisé cette étude, parce que je pense que
Il y a beaucoup d'actions qui sont menées aujourd'hui au travers du vélo. Et ce qui compte par-dessus tout, c'est de communiquer autour de ces sujets, parce que c'est grâce à la communication que derrière, il y a aussi une pratique qui va se développer. Et cette étude qui, grâce à G2R et l'USC, voit le jour, je pense, c'est un vrai bel outil de communication autour du vélo comme mode de déplacement pour notre avenir. Merci Céline. Stein, juste une première réaction très courte sur cette étude. Elle vous surprend ou au contraire, elle est dans la lignée de ce que vous vivez au quotidien, parce que je sais que vous venez en vélo, etc. Vous êtes vélo-taffeur vous-même. Oui, merci de m'inviter d'abord. J'aurais, comment dire, je m'attendais un peu plus d'images positives du vélo taf, parce que là, c'est quand même clair qu'on est toujours dans le pays du Tour de France. Hein, c'est quand même la bataille culturelle, elle n'a pas encore tout à fait gagné dans les esprits. C'est quand même beaucoup ça m'a un peu étonné. C'est pour ça qu'on parle de signaux faibles. Ouais, voilà, exactement. Donc ça, c'était quelque chose sur les éléments intéressants. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette phrase qui disait à vélo, je découvre des endroits que je ne connaissais pas. Et je me demande, est-ce que ça a été demandé dans le cadre des loisirs, hein, je fais du loisir, je me balade et je découvre des endroits, ou est-ce que ce sont des vélotaffeurs comme moi qui aussi ont ce plaisir tout simplement se déplaçant. Par exemple, pour venir ici, j'ai découvert un morceau de Paris que je ne connaissais pas. Ça, c'est quelque chose que je voudrais savoir. Je trouve que c'est intéressant de découvrir, d'approfondir un peu ce plaisir dont Céline parlait aussi. Et puis peut-être pour dire une dernière chose, par rapport aux jeunes, que les jeunes le font plus, qui parlent plus de l'environnement. Oui, c'est logique. Ils se posent des questions, comme se disait Laurence tout à l'heure. Ils se posent plus de questions, donc c'est normal qu'ils réagissent plus à ça. Mais il y a aussi les personnes âgées qui ont un défi de santé. Le santé, c'est un enjeu énorme. Donc je vois que le vélo répond vraiment à toutes ces tendances de la société. Et il y en a d'autres aussi dont on pourra parler plus tard. Oui, on va rester un peu sur le vélo taf. Stéphane, donc une première réaction à la découverte de cette étude et puis ces signaux qui sont très encourageants, mais comme vient de le dire Stein, il y a encore une étape à franchir. On est encore entre les croyants et les pratiquants, comme le disait Jean-Philippe. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Alors, il y a pas mal de choses qu'on connaît et qu'on vit au quotidien. Moi, les surprises que j'ai pu avoir, et je pense que on a un biais cyclofixe, c'est-à-dire que nous, on travaille plutôt avec nos clients sont plutôt des gens qui pratiquent au quotidien justement. Donc, on a des statistiques, on y reviendra peut-être, mais qui sont un petit peu différentes. Et n'a pas beaucoup été cité la dimension servicielle. Et je pense que c'est pour devenir un vrai pays de pratiquants. C'est l'écosystème de services à déployer, que ce soit à la fois sur la maintenance, mais également sur les sujets d'assurance et les sujets d'accès de manière générale. Donc, tout ce qui va être leasing, location courte durée, location longue durée, abonnement, sont des sujets importants aussi à déployer pour justement passer de cette nation de croyants à une nation plutôt de pratiquants. Jean-Philippe, peut-être juste quelques mots, puisque vous les avez sous les yeux, sur ces profils des vélotaffeurs. Et ensuite, on va enchaîner avec Céline et Stein. J'ai quelques questions pour vous. Oui, sur la carte d'identité des vélotaffeurs, donc 8% des Français nous déclarent pratiquer le vélotaf. C'est un peu plus que les chiffres INSEE qui datent d'avant la crise. Sur la carte d'identité, vous voyez qu'il y a une surreprésentation encore masculine. La place des femmes progresse, mais on n'est pas encore à la parité. Et une pratique qui est un peu plus importante dans les grandes agglomérations. Sur les raisons de pratique du vélotaf, c'est assez intéressant. On a certes parlé de la capacité que ça avait à nous faire découvrir de nouveaux lieux, mais ce que les Français nous disent également, c'est qu'il y a un aspect très pragmatique. Il y en a deux. Il y a l'aspect de temps. En vélo, je maîtrise mon temps et je gagne du temps par rapport à d'autres modes de transport. Et il y a l'aspect économie qui est d'autant plus prégnant ces dernières semaines. Et puis il y a un troisième aspect sur l'aspect écologique qui anime une partie de ces vélotaffeurs, même si c'est pas l'essentiel. Et puis 2-3 petites stats, donc 23 minutes de trajet et un trajet moyen de 6 km, donc des distances tout à fait abordables pour tout à chacun. Oui, très, très intéressant, hein, et on y reviendra
parce que peut-être avec une comparaison d'un pays qui connaît bien le vélo taf, mais c'est très intéressant de voir que les vélos taffeurs, c'est pas des illuminés, des anciens 68ards attardés, ce sont des gens très pragmatiques, très concrets, et le vélo semble être une solution crédible. Ça fait partie justement des questions qui ont été posées. Alors, avant de passer à Ch'tine, une question à Céline. Ce phénomène-là qu'on voit apparaître, de ce vélo de plus en plus objet de mobilité du quotidien, c'est vrai qu'il y a eu la crise qui a été un accélérateur, un révélateur de ce phénomène, mais on le voit arriver depuis quelques années quand même. On a eu le phénomène des gilets jaunes, puis les mouvements sociaux. Ça fait quelques années qu'on voit apparaître cette conscience cyclable dans le pays. Oui, vraiment. Juste un petit focus historique cyclable. On existe depuis 17 ans. Premier magasin en 2005 et on a toujours été convaincus que si on roule au quotidien avec un vélo bien équipé et bien entretenu, alors nos villes seront plus douces à vivre et toute la planète s'en sentira mieux. Et c'est une philosophie d'entreprise, une raison d'être qu'on a développé depuis nos débuts et on accompagne les cyclistes. On dit qu'on est plus que des revendeurs de vélos, on est des créateurs de cyclistes. Et quelque part, ces cyclistes du quotidien, on les a vus grandir, évoluer. Effectivement, il y a eu différents gros leviers historiques, le développement de vélos en libre service dans les villes et la grosse transformation, ça a été 2018 avec le plan vélo. Alors ça fait peut-être sourire Ch'tine. Notre premier plan national vélo, c'est en 2018. Voilà. Oui, tout à fait, c'est 44 ans après les Pays-Bas, mais c'est très 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 positif. Moi, c'est ça qui va impulser. Voilà, il faut l'applaudir. Un bon point de départ. Voilà, tout à fait, absolument. C'est-à-dire qu'on a fait des choix historiques en France dans les années 73 avec la crise du pétrole de développer à tout prix les routes pour les voitures, alors que vous avez développé les pistes cyclables. C'est intéressant ce petit dialogue parce que si vous regardez des photos d'Amsterdam dans les années 70, c'était un embouteillage géant, que des voitures. Donc c'est bien une décision au départ politique. Oui, je pense que ce qu'il faut aussi se rendre compte, je suis hollandais et j'ai grandi dans ce pays, mais je ne le savais pas tout ça. Et les Néerlandais ne le savent pas. Ils ne savaient pas que dans les années même 80, que les routes n'étaient pas cyclables, qu'ils étaient en train de tester des pistes cyclables comme nous le faisons aujourd'hui en France, grâce à cette terrible pandémie. Et c'est parce que, je pense, un des messages aussi, que nous sommes en train d'oser, de tester des choses, qu'on arrive à avancer, parce qu'aux Pays-Bas, il y a une culture beaucoup plus pragmatique. On ne fait pas étude sur étude sur étude pour savoir, pour être sûr que ça marche. Aux Pays-Bas, on lance, et si ça marche, ça marche. Et si ça marche pas, on ajuste et on avance. Et aujourd'hui, en France, on fait ça avec des coronapistes, avec des gens qui, du coup, achètent des vélos, investissent dans un nouveau système du quotidien. Et là, j'ai vu le chiffre de 8% de vélos taffeurs. C'est près des 10% de masse critique dont on a besoin pour vraiment faire basculer cette culture vélo-balade, vélo-taf. Et je crois que c'est ça la nouvelle aussi de cette étude, que ça y est, on est en train d'évoluer vers ça. Et donc Céline, vous étiez précurseur en fait. 2017, on était avant le plan national vélo. C'est un vrai pari d'aller sur le VAE et le vélo taf. Enfin, le vélo du quotidien, on va dire. C'était pas forcément un pari économique, mais philosophique à la base, et je pense que c'est clairement, ça va clairement dans le sens de l'étude aussi. Aujourd'hui, on voit bien que les cyclistes vont vers le vélo pour des raisons économiques, pour des raisons de santé et philosophiques aussi, et au-delà de la philosophie, de la mise en pratique d'une philosophie. Mais pour répondre à la question de départ, est-ce qu'on est sur une tendance durable ? Je pense que oui, clairement. Et cette pandémie, avec le boom du vélo qu'on a connu en 2020 et des files d'attente devant nos magasins qui pouvaient attendre 2 heures pour avoir, je dirais, la solution pour rouler au quotidien, ça a été révélateur de cette transformation de notre marché et qui aujourd'hui, je dirais, va continuer à se transformer de façon internationale, parce que c'est pas que uniquement en France, pour aussi créer des vélos qui soient plus adaptés pour rouler au quotidien, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes quand on roule au quotidien pour un vélo, et on sait que toute la filière doit s'adapter pour accompagner cette transformation qui est durable, puisqu'elle correspond à des réponses, je dirais, à énormément de questionnements qu'on traverse autour de cette crise.
Alors toute la filière doit s'adapter, y compris les services. Et en parlant de services, je me retourne vers vous, Stéphane, avec un élément de l'étude qui m'a vraiment plu, qui m'a interpellé, c'est cette pratique chez les 18-24. Donc, est-ce qu'on est, alors vous aimez les statistiques, vous en avez, nous aussi. Donc, est-ce qu'on est sur vraiment une modification de la société et de cette image, de cette perception du vélo? Est-ce que demain, tous ces jeunes vont faire partie des 2% qui feront la bascule pour cette taille critique du marché? Et vous, parmi les clients, est-ce que vous êtes sur quelles sont les populations de vos clients, puisqu'on est en B2B ou en B2C? Comment vous fonctionnez? On est les deux. Mais majoritairement en B2C. Alors, sur notre, alors, je suis convaincu que les jeunes font du vélo et vont nous permettre cette bascule parce qu'ils sont probablement moins ancrés dans des habitudes culturelles fortes autour de la voiture. Mais il n'y a pas que les jeunes. Donc nous, chez Cyclofix, on a à peu près 100 000 clients en B2C. Donc qui sont des gens qui utilisent le vélo au quotidien, parce que 70% de ces clients l'utilisent pour du transport du quotidien, pour de la mobilité. Et plus de la moitié, un bon 55% le font vraiment tous les jours. Donc on est sur une population probablement un peu différente de celle qu'on a. On est vraiment dans le cœur des 8%. Vous êtes au cœur de cible, vous êtes au cœur du 8%. Ouais. Au cœur du 8%. Et ce qu'on note, ce qui est assez intéressant sur la partie servicielle, en tout cas sur les sujets d'avoir un vélo bien entretenu, que tu évoquais, Céline, en 2019, on avait un petit 6% qui faisait une révision, un entretien régulier de son vélo. En 2021, on est pas loin des 15%. Un petit 15%. Donc on voit une évolution assez significative, parce que c'est presque une multiplication par 3, de gens qui cherchent à entretenir leur vélo, parce qu'ils l'utilisent régulièrement, et qu'en fait avoir un vélo bien entretenu est important. Pour répondre à la question sur le service. Oui, vous êtes Cyclofix au cœur, enfin dans le cœur de cette cible des 8%. Moi j'ai une question, parce qu'on a comme ça spontanément l'idée, enfin en tout cas moi, que le vélo taf c'est plutôt urbain. Alors, est-ce que ça se traduit dans les faits? Est-ce que vous avez aussi, vous, une clientèle plutôt en zone périurbaine ou rurale? Et quid de l'évolution éventuelle de ce marché? Et je poserai la même question à Céline, parce que vous êtes partout en France, donc vous avez aussi une bonne lecture de cette question-là. Ouais, exactement. Ce que je veux dire, c'est que nous, on est aujourd'hui limité à 60 villes en France, qui sont des villes, alors des cœurs de ville type Paris Intramuros, et des villes attenantes à ces cœurs de ville. On voit le développement pas uniquement d'une population qui est pas uniquement très urbaine, pour preuve le succès de dispositifs sans faire de pub comme Véligo, qui est pour l'ensemble des Franciliens. Donc on voit, et d'ailleurs il y avait eu des études de vélo et territoire, je crois, en 2020-2021, qui montraient bien que le boom du vélo post-Covid n'était pas réservé uniquement au cœur de ville. On le voyait au cœur de grandes villes, de grandes métropoles. On le voyait également dans des villes de taille plus intermédiaire, et également en zone rurale. Donc je pense que et là on va toucher à un sujet fondamental, qui est un peu plus loin de nos sujets chez Cyclofix, mais évidemment celui de l'infrastructure. Mais je pense qu'avec le bon réseau d'infrastructures, on va pouvoir, l'ensemble de la population française va pouvoir en profiter. Vélotaf, Céline, pour les urbains, Lyon, Paris, Lille, Marseille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, ou alors c'est pour toute la France et tous les Français? C'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'infrastructures dans ces grandes villes, ce qui pose question dans les villes secondaires ou dans la périphérie des villes. C'est plutôt ces nœuds, en fait, et ça correspond, je dirais, au profil des villes françaises. C'est que parfois, il y a des ruptures, et c'est ça, justement, que Vélo et Territoire essaye de gommer pour lever les freins à la mobilité grâce aux équipements de voies cyclables. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que nous qui avions créé des magasins plutôt dans le cœur des villes, on commence aussi à avoir des modèles de magasins plutôt à la périphérie des villes pour aller accompagner les cyclistes qui vivent plutôt à l'extérieur des villes, et aussi dans les villes de taille intermédiaire qui finalement aussi se mettent à la pratique. Quand on regardait le profil des vélotaffeurs avec des distances moyennes parcourues de 6 km, voilà, il y a une différence qu'on constate chez Cyclable, puisqu'on vend
pour plus de la moitié de vélos électriques. Le vélo électrique rallonge des distances. Et quand on regarde juste les vélos taffeurs, clairement, on est plutôt sur une dizaine de kilomètres chez nos clients. Et ça va aller en grandissant justement parce que les équipements et aussi les vélos qu'on vend permettront d'allonger les déplacements et du coup d'élargir le cercle des cyclistes qui vont s'y mettre au quotidien. Alors, superbe transition pour une question pour Steen sur, avec cette double lecture Pays-Bas-France. On fait facilement l'association vélo-taf égale vélo-assistance électrique. Est-ce que pour autant c'est une équation sûre ou est-ce que le vélo-taf c'est aussi le vélo mécanique ? Quelle est la lecture des Pays-Bas et aujourd'hui en France ? Parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette association entre le vélo-taf et le vélo-assistance électrique. Le vélo-assistance électrique ayant été probablement un déclencheur. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est la seule solution ? C'est pas la seule solution, mais effectivement, c'est un levier de changement énorme. Déjà aux Pays-Bas, qui est un pays pourtant assez plat, pourtant un quart des kilomètres se font déjà en vélo électrique. Donc c'est absolument énorme. Comme le disait Céline, les distances s'agrandissent énormément, donc on peut couvrir beaucoup plus de déplacements. Et en France, avec le relief, ça supprime le relief. On ne se pose plus la question. Moi, je dis toujours, depuis que l'homme a inventé l'électricité et le vélo qui les a mis ensemble, la Terre est devenue plate. Aujourd'hui, on peut tellement facilement se déplacer. Et en plus, avec ce réseau qui est mis en place, les gens investissent dedans. Et un investissement dans un vélo à assistance électrique, c'est pas anodin. Les gens, en fait, ils découvrent ce mode de transport. Ils veulent continuer à se déplacer avec. Et c'est juste formidable que ça se fasse. On a juste 44 ans de retard, c'est ça que vous voulez dire ? Ouais, mais en fait, on a l'avantage de pouvoir aller plus vite parce qu'on n'a plus besoin de chercher dans le noir comme on le faisait aux Pays-Bas, quand on n'avait pas d'autres Pays-Bas pour voir comment ils avaient fait. En France, voilà, les recettes sont là. Il y a le guide des aménagements cyclables de Paris-en-Selle qui explique en 144 pages comment faire. C'est disponible sur Internet. Vous le téléchargez, vous le mettez en œuvre. C'est comme faire une tarte au citron. Il faut juste suivre la recette et après la tarte, elle est bonne. Mais 44 ans, ça veut dire quand même une maturité un peu lente, hein ? Céline, quand vous avez un usager, un pratiquant, un cycliste qui arrive dans un magasin, je ne sais pas comment vous les appelez, combien de temps faut-il pour le convaincre pour le passage à l'acte ? Est-ce qu'il arrive et il repart avec son vélo ? Est-ce que on sent qu'il y a une préparation psychologique ? Il faut qu'il soit convaincu, il faut qu'il soit à l'aise, il faut qu'il fasse beau. Comment ça fonctionne ? Est-ce que vous avez des recettes là-dessus ? Alors les recettes, c'est les vélos adaptés à chacun des besoins des cyclistes qui sont les plus variés, et donc c'est aussi cette expertise qu'on a dans nos magasins d'accompagner les cyclistes du quotidien pour arriver à leur proposer le vélo qui leur convient. Et justement, en complément de ce que tu disais, c'est clairement pas uniquement le vélo électrique qui répond à ces besoins. Nous, depuis 15 ans, on vend des vélos électriques, mais aussi on vend des vélos électriques qui sont des vélos cargo, ou qui n'étaient pas des vélos électriques auparavant d'ailleurs, mais maintenant de plus en plus de vélos électriques cargo qui répondent à des besoins qui vont encore plus loin en termes de déplacement, puisque parfois c'est des choix qui sont des alternatives à une deuxième voiture ou à une voiture tout court. Donc c'est certainement aussi avant qu'ils passent le pas dans un magasin, il y a eu des réflexions, il y a eu des échanges entre les familles. Donc, oui, c'était ça ma question, Céline. Combien de temps ça met ? Voilà, combien de temps ça met ? C'est très variable parce qu'il y a beaucoup l'effet pratique en fait qui donne envie, et de voir des cyclistes qui doublent des voitures, ça donne envie. Ça renvoie à ces 10% de points de bascule qu'évoquait Steen. Oui, je voudrais dire un mot. En fait, c'est pas ce qui est plus intéressant, c'est pas le temps que ça prend, mais c'est le fait qu'on laisse les gens essayer ou pas. Effectivement, Véligo, sans faire de la pub, c'est une extraordinaire mode de déclencher ce moment où les gens se posent la question, comme le disait Camille. Et après, si vous essayez, il ne faut pas beaucoup de temps parce qu'en fait, on découvre sur une semaine que c'est vachement plus pratique et agréable. Donc en fait, ce qu'on se dit, c'est que l'effet de la crise, c'est aussi quelque part les premiers épisodes un peu teaser des Gilets jaunes,
des mouvements sociaux qui ont quelque part conduit un certain nombre de franciliens ou d'urbains à utiliser des vélos en libre service, et puis au bout de 2 ans on se dit je passe à l'acte. Le vélo se révèle toujours en situation de crise. 14, 45, 68, 95, en décembre 2019, ensuite la pandémie, c'est toujours comme ça. Sauf que cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas en 95, on a déroulé l'infrastructure qui vient avec et qui était temporaire, mais qui est en train de devenir définitive. Et c'est ça le game changer total qui va faire vraiment de la France un grand pays cyclable au sens vélotaf du terme. Alors, et pour finir sur le fait que effectivement c'est pas forcément le temps qu'on va mettre pour faire en sorte que un cycliste achète un vélo, mais c'est effectivement le fait qu'il ait déjà essayé ou pas. Et d'ailleurs dans nos magasins on favorise tous les essais de vélo et on dit l'essayer c'est l'adopter, et c'est clair que c'est tout de suite révélateur Oui, parce que nous on est globalement convaincus et on connaît le vélo assistance électrique, mais il y a encore un travail d'évangélisation à faire. Et puis pour compléter, on sait aussi que dans nos magasins, et il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs c'est un petit peu à l'envers par rapport au stade qu'on voit ici, mais les femmes ont un grand rôle de prescripteur en fait dans les choix, puisque c'est souvent elles qui finalement influencent les choix dans un foyer, et notamment pour le déplacement aussi des enfants. Le rôle de l'éducation par le cargo va permettre aussi derrière de donner envie aux enfants de passer au vélo quand ils seront autonomes. Oui, c'est une culture après, culture familiale, une culture de société. Ouais. Je voudrais rebondir sur ce sujet du vélo cargo, parce que c'est vrai que là on parle un vélo taf, mais un peu plus largement de mobilité active au quotidien. Ça veut dire, Stéphane, en termes de services, de réparation, etc., une diversité d'interventions qu'on ne connaissait peut-être pas et qui nécessite justement une formation adaptée. Et là, on a peut-être aussi un point faible dans la capacité de développement de ce secteur. Alors effectivement, alors il y a des nouveaux vélos. Typiquement, mettre un vélo cargo, j'en ai un dans un coffre d'une voiture. Quand on a une voiture, c'est compliqué. Donc typiquement, le type d'intervention va être amené à évoluer. On connaît bien ça nous chez Cyclefix, mais c'est le fait d'opérer en itinérance versus le fait d'opérer en atelier. Il va falloir s'adapter à ces nouveaux véhicules. Et effectivement, les sujets de formation sont clés, avec, on en parlait tout à l'heure, pas mal aujourd'hui d'organismes qui essayent de structurer ces enjeux de formation sur ces nouveaux vélos. Avec la complexité liée aux différents systèmes électriques, le sujet d'accès aux pièces détachées, qui va être plus ou moins facile selon le type de constructeur. Voilà, des enjeux effectivement de formation importants. Alors, dernière petite question avant de passer la main à Camille pour la deuxième table ronde. Une question pas du tout piège. Donc, d'ici quelques heures, on aura probablement un ou une Premier ministre, un gouvernement qui va suivre. Quelle serait, pour développer le vélo taf, une action qui vous viendra à l'esprit? Une action, me parlez pas d'un plan global, tout ça, une action. Alors, ça touche du doigt des sujets qu'on a évoqués, mais moi je pense que ce qui est primordial, c'est c'est l'éducation au vélo dans les écoles. J'ai entendu parler du savoir rouler. Et voilà, alors le savoir rouler, je crois que la FUB porte ce genre de programme. Mais en fait, quand on est soi-même cycliste, on fait vachement, et qu'on est en voiture par exemple, et qu'il n'y a pas d'infrastructure, on fait vachement plus attention aux cyclistes. Et en fait, le fait d'avoir essayé le vélo, de savoir rouler de savoir rouler en ville, je pense est primordial. Il faut apprendre ça dès le plus jeune âge. Donc, mesures incitatives pour l'apprentissage du vélo, etc., etc. Céline. Dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, c'est entendu. Bon, c'était pas consulté, mais je crois beaucoup dans le rôle de l'éducation, mais pour lancer une autre idée, parce que je pense qu'ils ont besoin de beaucoup d'idées. On parle beaucoup du pouvoir d'achat aujourd'hui. Je pense que le vélo, c'est le meilleur achat avec un excellent retour sur investissement. Donc il y a un gros boulot à faire pour favoriser des mesures incitatives pour l'achat d'un vélo. Sur le plan fiscal ? Sur le plan fiscal, mais aussi en termes de communication tout court. Voilà, je pense que tout ce qui a été fait là déjà ces quelques mois
par rapport à la communication en lien avec la voiture, c'est un premier pas. Mais il y a énormément de choses à faire pour augmenter l'envie d'acheter un vélo et quelque part en insistant sur le fait que c'est le meilleur investissement au monde que n'importe qui peut faire pour gagner en pouvoir d'achat. Le mot de la fin, Stine, et malheureusement on ne pourra pas aplanir la France, donc il faut trouver une autre solution. Oui, mais bon, là, je suis très heureux avec ces deux mesures. Je vais simplement citer la première priorité du livre blanc, dont Union Sport et Cycle est partenaire, et c'est bien sûr doubler le réseau cyclable en France. Il faut 2,5 milliards pour ça, c'est la grande mesure. Avec ça, on va enlever cette première peur qui est d'affronter les voitures sur la route, et comme ça les gens oseront faire du vélo, même les petits-enfants, et c'est comme ça qu'on va rendre la France cyclable. Merci beaucoup à vous trois, merci beaucoup. Et Camille, je te passe la main pour cette deuxième table ronde. Pile poil même, il est 10h29. Donc on est extrêmement bien dans le timing. Merci beaucoup aux trois intervenants d'être venus aujourd'hui et d'avoir partagé leurs expériences. À la fin, vous pourrez, si vous avez des questions, aller les voir directement. On va passer au deuxième sujet et je vais appeler pour parler des voyages à vélo, je vais appeler Vincent Dry, qui est cofondateur des Madjack, donc c'est courses folles à vélo, il nous en dira un petit peu plus. Je vais appeler Hélène Fauveau, qui je crois est là, je l'ai cherchée tout à l'heure mais je ne la trouvais pas. Hélène, qui est cofondatrice de Paulette, une agence de location de vélo spécialisée dans le voyage. Et je vais appeler Louise Roussel et Océane Lepape, qui sont cofondatrices toutes les deux d'une association qui s'appelle Un autre cycle. Elles sont là. Venez, installez-vous. Moi, je vais juste me mettre là pour bien vous voir. Et qui sont réalisatrices du film que vous verrez tout à l'heure. Merci et bienvenue. Alors, juste avant, on va laisser Jean-Philippe nous parler un petit peu de la carte d'identité des voyageurs à vélo. Oui, petit rappel, donc 4% des Français qui ont pratiqué l'itinérance l'an dernier, donc c'est presque 2 millions de personnes. L'itinérance portée par les jeunes générations une nouvelle fois, des CSP+, évidemment, qui ont un peu plus de pouvoir d'achat et de moyens, et évidemment également les habitants de Paris qui sont très friands de ces voyages en pleine nature. Motivation de pratique, évidemment le plaisir de rouler à vélo, le besoin de se ressourcer, respirer, être au calme, et évidemment découvrir une région, faire du tourisme autrement, c'est qui est totalement en lien avec le développement du slow tourisme, et également cette volonté de ne pas polluer, d'être acteur d'un tourisme durable. Les distances moyennes 44 km par jour, donc les vacances à vélo, faut quand même pédaler un peu. Et l'accompagnement, c'est évidemment en famille ou avec des amis, mais principalement en famille. Voilà Camille. Merci. Est-ce que tu peux rester sur ce slide? Merci. Alors, je vais demander dans un premier temps à Louise et Océane votre avis sur ces chiffres. Vous êtes partis l'année dernière en voyage, vous êtes partis faire 3000 km à vélo, à la rencontre des femmes qui font le vélo partout en France. Et je me demandais si cette carte d'identité, vous étiez surprise, comment vous la recevez, et si c'était à l'image des gens que vous auriez pu rencontrer pendant votre voyage. Alors, Lou, vas-y Océane. Merci beaucoup pour cette étude et pour cette invitation. On n'est pas si surprise que ça. Ce que je retiens de l'étude, c'est que la pratique du voyage à vélo est majoritairement pratiquée par des hommes, plutôt CSP+, et plutôt urbains. Nous, le voyage à vélo qu'on a fait, c'est à la rencontre de femmes de tout milieu, de toute origine, et dans toute la France, pour montrer aussi la diversité des femmes dans le monde du vélo, et qu'elles ont leur place. Donc on a rencontré un monde beaucoup plus divers que ça, évidemment, et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, pour le mettre en valeur. On a notamment roulé avec des femmes de la Fédération française de cyclotourisme, donc qui sont pas du tout urbaines ou qui sont d'un milieu beaucoup plus divers, et c'était ça qui a nourri aussi ce projet-là. Donc pas surprise, mais évidemment c'est aussi l'origine de notre projet, c'est de montrer la diversité du monde du vélo et du voyage à vélo. Oui, on reviendra un petit peu plus sur les femmes précisément après. On tentera de voir justement pourquoi elles sont moins représentées ou minoritaires dans cette carte d'identité. Avant, je voudrais demander à Vincent, s'il te plaît,
Vincent, tu organises des voyages à vélo, enfin des sortes de voyages à vélo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout, est-ce que cette carte d'identité correspond aux pratiquants qui viennent, qui se présentent au Madjack? Oui, avec plaisir. Merci et bonjour à tous. Moi, j'ai un chiffre qui m'a pas mal surpris, c'est la proportion de gens qui voyagent en famille. Pour le coup, nous, sur nos événements, donc on fait des événements à vélo. Sur nos événements, il y a 800 participants en moyenne. On a très peu de familles, donc c'est vrai que c'est une réalité que je connais moins. Là, c'est quand même avant le voyage avec les amis, à 35%, je crois. Assez surpris aussi, comme ce que vous disiez, par la proportion homme-femme, c'est moins une réalité pour nous sur nos événements où on a une parité à peu près dans nos participants. Et voilà. Et par contre, pas du tout surpris par le côté CSP+ urbain qu'on retrouve pas mal sur nos événements aussi. C'est vrai que finalement, c'est un peu le voyage à vélo, ça reste un petit peu bobo. Peut-être qu'il faut améliorer ça justement. Clairement. Moi, j'ai une question aussi pour toi, Hélène. Donc, Paulette, c'est une agence, c'est un service de location de vélo, un réseau d'agences que tu as lancé il y a peu. Est-ce que tu peux nous dire comment tu avais détecté ce boom du voyage à vélo et pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je l'ai détecté en faisant du vélo, en faisant des vacances à vélo. Alors c'était des petites vacances, c'était un Toulouse-7 le long du canal du Midi. Moi à l'époque, donc c'était en août 2018. On a créé la société en avril 2019. À l'époque, moi j'étais en marketing digital à Paris. Je faisais pas du tout ça. Je suis partie faire du vélo. Moi j'avais mon propre vélo, mais je suis partie avec des copains qui ont loué un vélo. Et là, je me suis rendu compte à quel point est-ce que c'était compliqué en fait de louer un vélo pour le prendre à un endroit et le laisser à un autre. Et je trouvais ça assez drôle. C'est une comparaison que je fais souvent, mais parce que vraiment elle m'a marqué, de me dire en fait en 2 minutes je peux louer une chambre à Bali, mais par contre un vélo en bas de chez moi, c'était à l'époque des demandes de devis, c'était attendre des réponses, il y a plus de vélo. Et je me suis dit mais c'est quand même rigolo dans un pays où le cyclotourisme et où mine de rien on a énormément d'itinéraires cyclables en France, que ce service-là soit peu développé. Et à partir de là, l'idée a émergé et la société est née quelques mois plus tard. Ok, bravo. On va rester un petit peu, avant de parler des offres justement, on va rester un petit peu plus sur cette carte d'identité et notamment sur les motivations. On voit que le plaisir de rouler à vélo, c'est la première des raisons. J'ai l'impression que c'est aussi un petit peu le point commun qu'on a tous ici. Est-ce que, Vincent, tu peux nous expliquer comment justement le plaisir est mis au cœur des Madjack et pourquoi c'est ça qui plaît aux participants? Nous, ce qu'on constate, c'est que le vélo est aussi un lieu de sociabilisation presque avant d'être une pratique sportive. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de gens qui viennent d'abord parce que c'est un moyen de rencontrer des gens avec qui ils vont partager un état d'esprit, un rapport au voyage, un rapport à la curiosité aussi, je dirais. En tout cas, c'est assez présent sur le voyage à vélo, ce côté... alors je sais plus, ouais, ça c'est dans le top 3 quoi, des motivations, découvrir une région, découvrir un endroit. Donc il y a vraiment je pense cette image qui est assez forte en France pour le coup avec le côté pays du Tour de France, où le vélo s'associe bien quoi à cette notion de découverte. Donc nous c'est dans les premières motivations pour faire des Madjack, c'est la rencontre, avant même la pratique du vélo. Et on voit d'ailleurs beaucoup de gens qui effectivement découvrent le vélo par ce biais-là. On a sur nos Madjack à peu près 50% des gens qui sont non équipés ou sous-équipés. On va dire qu'ils sortent avec ce qu'on appelle les vélos caves. C'est le vélo qui est sorti pour l'occasion du fond du garage, qui généralement crée un nombre incalculable de problèmes sur l'événement. Et heureusement, il y a les amis de Cyclofix qui sont présents pour nous aider. Mais donc du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas des sportifs. Oui, et d'ailleurs, dans l'étude, on a pu calculer qu'il y avait 32 millions de vélos qui dormaient dans les garages. Les non-pratiquants ont tous, pour la plupart, des vélos qui dorment. Donc c'est un chiffre qui est assez intéressant. Il y a quand même un gros potentiel de pratiquants, de pratiquants en devenir, on va dire. Louise, l'année dernière, vous êtes partie faire 3000 km justement à la rencontre de personnes partout en France, et je crois que tu voyages beaucoup à vélo. Comment tu fais pour garder le plaisir quand même à vélo?
Ça, c'est pas trop compliqué en général. Justement, j'ai plutôt du mal à garder le plaisir hors des voyages, de faire du vélo juste pour faire du vélo et pour justement prendre beaucoup de plaisir pendant les voyages sans être trop en galère. C'est plutôt ça qui est compliqué, mais pendant les voyages, c'est hyper simple parce que justement, on rencontre du monde, on découvre des nouveaux paysages. Généralement, en France, on a quand même de la chance au niveau gastronomique aussi. C'est assez facile de se régaler. Et le voyage à vélo, c'est un peu tout ça. Oui, donc plaisir et rencontre, je crois que ça va être vraiment les maîtres mots de cette table ronde. Je voudrais justement, on parlait des débutants et de comment s'y mettre et des offres existantes. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de nouveaux organisateurs de voyages, beaucoup d'offres de location qui se développent. Comment on fait pour s'y reconnaître et se retrouver dans toutes les offres? Hélène, comment tu fais quand on est utilisateur, comment on fait pour s'y reconnaître? Et comment toi, tu fais pour faire ressortir Paulette dans toutes les offres? Je pense que quand on est utilisateur, on a un besoin qui est assez précis. La plupart du temps, en tout cas pour les clients de Paulette, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui ont plutôt un besoin qui va être le dépassement de soi, la redécouverte de la France. Nous, nos clients, quand ils viennent nous voir, ils savent qu'ils veulent faire un itinéraire à vélo. Ils ont déjà bien ciblé quand même leurs besoins, et à partir de là, c'est plus simple, je pense, pour trouver l'offre qui correspond. Et en fait, je pense que chacun des acteurs dans le vélo itinérant, on a un petit peu notre valeur ajoutée, un petit peu notre spécialité. Nous, typiquement chez Paulette, ça va être le voyage à vélo en itinérance en liberté. Ce qui va être différent, par exemple, des agences de voyage pour lesquelles, en fait, les clients vont avoir également l'hébergement, parfois même la restauration. Nous, on a vraiment une volonté qui est que nos clients, ils peuvent à la fois venir en bivouac, avec leur tente qui est accrochée sur le porte-bagages la plupart du temps, ils vont partir en bivouac, et également des personnes qui vont passer d'hôtels un peu plus luxueux, plus luxueux que du bivouac, mais après c'est une question de point de vue, mais qui vont passer d'hôtel en hôtel, qui vont se faire transporter leurs bagages de point en point. Voilà, nous l'objectif il est vraiment là, et en fait à partir du moment où chacun a un petit peu déterminé quelle était sa force, en fait ensuite c'est un réseau qui travaille ensemble, et on est en fait un petit peu tous prestataires les uns des autres en fonction des besoins de nos clients. Ok. Alors, j'ai une question pour rebondir pour toi, Vincent. Tu disais tout à l'heure que vous avez beaucoup de pratiquants qui viennent avec un vélo qui sort du garage, parce que votre spécificité, c'est justement d'encourager les personnes à s'y mettre, à sauter le pas. C'est un voyage plutôt accessible. Qu'est-ce que ça implique? Quelle logistique ça implique et quelle communication? Ça me paraît énorme. Pour justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour accueillir autant de débutants? Ouais, c'est d'abord effectivement une question de communication et d'évangélisation sur qu'est-ce que ça veut dire passer la journée sur le vélo. Du coup, il y a vraiment des choses qui peuvent sembler basiques, mais ne pas partir avec un sac, partir avec des sacoches, faire réviser son vélo. Donc là, il y a un gros travail en amont de communiquer sur ce qui va se passer. C'est aussi proposer des solutions. Des solutions de location. À chaque fois, il y a des partenariats avec des loueurs, des solutions de réparation. Donc, il y a un partenariat avec Cyclofix aussi qui aide beaucoup avant et pendant l'aventure. Ensuite, ce qu'on voit quand même depuis le Covid, on voit une vraie évolution sur le niveau d'information de nos participants, et on a de moins en moins de gens qui arrivent complètement, sur des premières Madjack, donc il y a 4 ans, on avait des participants qui arrivaient, on a des gens qui arrivaient en Vélib, quoi, pour faire des journées à 70-80 km pendant 3 jours, avec des sacs à dos de 20 kilos sur le dos. Ça, on le voit de moins en moins, on sent vraiment que l'écosystème vélo a pris de l'ampleur depuis la pandémie, et que les gens sont de plus en plus au courant de ce que ça signifie faire un voyage à vélo. Alors, il y a le matériel, il y a la préparation, mais il y a aussi la carte. Dans votre film, il y a Martine Cano, qui est présidente de la Fédération française de vélo, la FF Vélo, qui dit que c'est un magnifique objet de rêve. Alors certes, mais elle est très aguerrie, Martine Cano. Ça peut aussi se transformer en cauchemar parfois. Je voulais avoir ton avis, Océane, sur quel est le premier réflexe à adopter lorsqu'on trace un itinéraire. Comment vous faisiez l'année dernière quand vous êtes partie?
Ouais, alors moi j'ai eu beaucoup de chance, c'était mon premier voyage à vélo, ce voyage autour de France, et je suis partie avec Louise qui est aguerrie des voyages à vélo et qui m'a donné tous les bons conseils pour éviter de faire les mêmes erreurs qu'elle avait fait toutes seules des années auparavant. Je sais pas si on peut citer des marques, mais bon, faut pas utiliser Google Maps. Déjà, c'est... Qui s'est amélioré depuis, je pense, mais il y a 10 ans, c'était vraiment une galère. Ouais, il y a des petites ou même des grandes applications d'itinéraires à vélo qui sont bien plus adaptées aujourd'hui et qui permettent de choisir aussi le tracé qu'on préfère, des chemins, des petites routes de campagne. Donc il faut aussi mieux éviter les nationales et les grosses routes très passantes. Et puis, je pense aussi qu'il faut pas forcément prévoir des itinéraires trop longs parce que il y a toujours un petit peu dans le voyage à vélo des petits kilomètres qui s'ajoutent le matin pour aller chercher un petit déjeuner dans une boulangerie ou le soir pour aller chercher un spot de bivouac par exemple. Donc, ne pas non plus prévoir forcément des itinéraires trop longs et puis laisser aussi le voyage nous surprendre. Voilà, c'est des conseils dont j'ai bénéficié et que je peux transmettre. Tu as des choses à compléter, Louise, ou sur la carte? Non, mais c'est surtout ça, c'est surtout éviter les routes nationales. Et un conseil de Martine Cano que du coup on transmet aussi, c'est ne pas s'enfermer uniquement dans les itinéraires cyclables qui sont existants, qui sont très bien, notamment pour débuter, qui permettent de se sentir en sécurité. Mais en sortir de temps en temps, ça permet aussi d'avoir des surprises et justement de se laisser surprendre par le voyage. Hélène, est-ce que Paulette a aussi un service d'accompagnement en plus de la location de vélo sur la carte, sur les endroits touristiques à voir, les boulangeries qu'il ne faut pas rater? Alors oui, on essaie le plus possible d'accompagner nos clients. On a une section itinéraire sur notre site internet. Et après, c'est beaucoup aussi de relations clients, que ce soit au téléphone, que ce soit en agence. Parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que dans le voyage à vélo, il y a le vélo, mais il y a aussi le tourisme. Et on est vraiment acteur de tourisme, enfin acteur de l'écosystème du tourisme, et on se doit également de pouvoir renseigner. Alors ça va être nos clients, mais ça va être sur plein de questions. Effectivement, ça va être comment est-ce que je dois régler la hauteur de ma selle, comme où est-ce que je peux aller boire un café et qu'est-ce que je dois visiter. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important chez nous, effectivement. Après, c'est un peu ce que vous disiez. Nous, on les incite aussi à se dire que l'itinéraire c'est bien, qu'il faut avoir une idée d'où ils vont, de où est-ce qu'ils vont s'arrêter, etc. Mais de laisser une part aussi à l'imprévu, parce que je pense que c'est beaucoup de ce que vont chercher les voyageurs à vélo. C'est cette part de liberté, c'est cette part de surprise, et qui fait, je crois, à mon sens en tout cas, toute la magie du voyage à vélo. C'est vrai. Et Vincent, chez les Madjak, il me semble que c'est carrément un job dédié. Est-ce que c'est vraiment un job de rêve de repérer les cartes en amont? Oui, effectivement, il y a un job chez nous qui s'appelle le directeur ou la directrice d'aventure, qui sont en charge de préparer toute la logistique et notamment le parcours. C'est quelque chose qui a pas mal évolué pour nous sur le vélo. Initialement, on était dans cet esprit voyage. Justement, on donne un point de départ, un point d'arrivée et à vous de tracer la route. On s'est assez vite rendu compte qu'en fait les gens ne savaient pas faire ça, et puis on s'est aussi assez vite rendu compte que plus la jauge augmentait, plus il fallait cadrer les choses. Donc aujourd'hui c'est tout un process avec pour tracer un bon itinéraire, effectivement il faut à la fois, je pense, utiliser la carte et les applis comme Komoot qui sont quand même aujourd'hui très poussées. Donc il y a un travail sur carte. Ensuite il y a un vrai travail de repérage de terrain, mais je pense que là c'est vraiment dans une optique d'organisation événementielle, donc c'est pas adapté, on va dire, si on part en voyage. Mais nous ce qu'on fait, c'est qu'on fait des reconnaissances avec des groupes de niveau, et donc il y a toujours, on embarque toujours quelqu'un avec un niveau relativement faible, en tout cas au niveau d'un participant plutôt débutant, pour pouvoir jauger de la difficulté de la trace. Et puis, effectivement, le dernier gros travail, c'est toute la partie ravitaillement, en fait. Et là, effectivement, on se rend compte aussi que pour beaucoup de gens, c'est pas inné d'aller pousser une porte de cimetière pour récupérer un robinet d'eau potable. C'est pas inné de repérer les horaires d'ouverture des boulangeries avant, etc. Donc nous, finalement, tout ça c'est préparé sur nos événements, donc les gens ont pas à s'en soucier, mais on communique pas mal dessus pour que les gens repartent par eux-mêmes ensuite, quoi. Nous, c'est notre principal enjeu sur les Madjak Vélo, c'est de faire repartir les gens derrière, que ça soit pas un one-shot.
Et alors, je voudrais rebondir un peu sur tout ce que tu dis. On se rend compte que les Madjaks sont des événements qui grossissent de plus en plus. Et on parlait de cartes, de découverte, de tourisme, mais qui dit tout ça aujourd'hui dit aussi environnement. Or, on sait que, on l'a vu dans l'étude tout à l'heure, l'environnement et la protection de celui-ci, c'est une des raisons aujourd'hui qui montent pour se mettre au vélo. Je crois que c'est quelque chose qui est important aussi pour vous, quand même, la protection de l'environnement. Comment vous faites pour organiser vos événements, toutes ces personnes qui voyagent à vélo au même moment, mais tout ça dans le respect de la planète? Du coup, il y a peut-être deux questions dans une. Donc, sur la partie événementielle pure, peut-être ça va être un peu long, je pense, de rentrer dans tout le détail de comment est-ce qu'on organise un événement éco-responsable. Ce qui est sûr, c'est que sur le vélo, je dirais qu'il y a un premier enjeu auquel le voyage à vélo de proximité répond, c'est sur le tourisme, le premier impact, c'est l'avion. Donc nous, notre travail là-dessus, c'est aussi de créer un imaginaire pour expliquer qu'en fait, il y a presque autant d'exotisme et d'aventure à aller passer 3 jours dans le Morvan que j'en sais rien, remonter la route des Pamirs au Tadjikistan. C'est peut-être un peu exagéré comme comparaison. Je m'en rends compte. Voilà, en tout cas, il y a la possibilité d'une aventure à proximité de chez soi. Donc nous, ça, c'est ce qu'on raconte de manière globale avec les Madjaks. Après, je pense qu'il y a un gros enjeu, pareil, d'évangélisation, d'éducation. Alors sur le vélo, ça va jouer pour nous sur le bivouac. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire bivouaquer? Quelles sont les règles pour bivouaquer? Où est-ce qu'on a le droit de bivouaquer? Comment est-ce qu'on fait justement pour avoir le moins d'impact possible? Donc là, il y a ce qu'on appelle le programme Sans Trace, qui est un programme qui a été développé au Québec et qui est assez intéressant pour réguler sa pratique outdoor. Le deuxième enjeu qu'on voit nous sur les Madjaks, c'est qu'on arrive sur des territoires en fait où il y a déjà tout un écosystème de gens qui travaillent et vivent là, les chasseurs, les agriculteurs, les locaux. Alors nous, c'est particulièrement vrai parce que quand on débarque à 800, forcément, ça crée quand on débarque à 800, on est dans des villages qui sont entre 300 et 700 habitants. Donc ça crée un enjeu de cohabitation. Donc ça, c'est aussi assez important en fait, notamment quand on voit qu'on a des pratiquants qui sont CSP+ urbains, d'expliquer là où ils vont mettre les pieds, les contraintes de l'agriculteur qui est en train de faire son champ, et si tu bivouacs avant qu'il fasse ses foins, tu vas l'embêter, etc. Donc nous, c'est aussi pas mal là-dessus qu'on travaille, en bossant en amont, en rencontrant tous ces gens en amont, en créant du lien sur les villages à l'arrivée entre l'association des jeunes agriculteurs qui vient parler de ce qu'ils font à nos participants qui sont dans une toute autre réalité, on va dire, professionnelle et sociale. Voilà, donc je dirais que c'est un des enjeux pour moi sur le voyage à vélo. Pardon, c'était un peu long. Très gros enjeu. Est-ce que Louise, tu aurais justement des petits tips, des petits conseils sur comment partir à vélo plusieurs mois pour tout en étant le plus léger possible, mais aussi surtout quels sont les conseils pour veiller à bien respecter l'environnement qu'on traverse à vélo? Moi, j'avais surtout une demande un peu envers la SNCF aussi, parce que ça, c'est si on veut respecter l'environnement avec le voyage à vélo, il faut qu'on puisse mettre les vélos dans les trains beaucoup plus facilement. Et ensuite, dans le voyage à vélo, l'un des impacts assez forts, je trouve, sur les territoires et du coup aussi sur l'environnement, c'est la manière dont on va consommer. Nous, quand on voyage à vélo, on essaie d'aller au maximum chez des petits producteurs, d'aller dans des ventes directes sur des marchés. Et ça a un impact réel parce que quand on achète sur un marché, généralement, il n'y a pas de plastique et il y a très peu de déchets. Et puis avoir toujours une petite besace pour justement mettre le peu de déchets qu'on aurait avec nous. Et après, quand on part comme nous, là sur ce voyage-là, c'est particulier parce que je suis partie en vélo cargo, donc j'avais beaucoup de place et j'étais pas du tout légère. Mais sinon, quand on part habituellement, plutôt en bikepacking, on peut pas être lourd parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Et du coup, ça c'est hyper intéressant comme démarche de se dire de quoi on a vraiment besoin. Et c'est une démarche qu'on peut après appliquer dans nos vies aussi, de quoi on a vraiment besoin, qu'est-ce qui est nécessaire.
C'est vrai que tu soulignes un fait intéressant qui est que le voyageur à vélo, c'est quand même le premier supporter de l'économie locale, des boulangeries, des marchés. Et aujourd'hui, que ce soit, c'est vrai, le réseau, la SNCF, mais aussi tout simplement, on peut pas mettre un vélo dans un bus si un soir on veut raccourcir l'étape. Et il y a aussi le réseau hôtelier qui est un petit peu parfois vieillissant parce que le vélo permet d'aller vraiment dans les petites régions, les petits villages. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'on est à 4% de pratique, mais il y a encore une offre qui mérite encore d'être développée. Mais ça, sur l'hébergement, nous, ce qu'on a redécouvert, moi, je suis une fan des campings municipaux parce que ça coûte rien et c'est très facile d'y installer son vélo. Mais les campings à la ferme aussi, et d'aller sonner chez justement des agriculteurs et d'aller dans ces endroits-là, c'est hyper adapté parce qu'il y a de l'espace pour le vélo et il sera en sécurité. Dans les campings à la ferme, quand on voyage pendant 3 semaines sous la flotte, il y a aussi des granges où on peut se mettre à l'abri et être un peu au sec. Donc ces réseaux-là, qui sont pas le réseau hôtelier, sont aussi hyper intéressants sur le voyage à vélo et aussi pour se reconnecter à une paysannerie et à une manière de produire et de consommer qui va être un peu différente. Surtout que le vélo, souvent quand on arrive chez les gens avec un vélo, ça permet de susciter leur curiosité et souvent ça crée le dialogue en fait. Et alors, il nous reste quelques minutes, on a parlé un petit peu en introduction des femmes. Moi, j'aimerais savoir, Océane, quel est ton avis sur c'était l'objet de votre film, de votre démarche l'année dernière, et je parle aussi un petit peu à ta casquette de consultante en politique publique. J'aimerais savoir pourquoi les femmes se posent autant de questions et pourquoi elles s'y mettent moins finalement au voyage à vélo. Alors, est-ce que c'est les femmes qui se posent beaucoup de questions ou pas ? Je pense qu'il y a énormément de raisons à ça. Peut-être qu'on peut partir déjà dès l'enfance, dès les cours de récréation qui, en tout cas en France, ont été construites assez historiquement avec un terrain de sport collectif, souvent de football central, occupé plus généralement par un groupe de petits garçons, et souvent d'ailleurs les petits garçons qui sont le plus en forme, les plus sportifs. Et ça relègue sur les côtés les petites filles ou alors les garçons qui sont en surpoids ou qui se sentent moins à l'aise avec le sport, et dans des activités souvent plus douces de discussion. Et en fait, ça change énormément. Beaucoup de villes sont en train de prendre les choses en main pour changer leur cours de récréation, changer l'espace et la répartition de l'espace. Parce que on a réalisé aussi que cette répartition de l'espace dès l'enfance pouvait chez les petites filles ou les petits garçons moins à l'aise avec le sport, intérioriser que le cœur de l'espace public ou alors certains sports, certaines activités ne seraient pas pour eux. Et c'est vrai que quand on est relégué toute son enfance à plutôt discuter ou pas faire des sports collectifs, on se dit que ça n'est pas pour nous. Donc déjà, agir dès l'enfance, c'est aussi dans les types de vélos. Quand on tape vélo fille ou vélo garçon sur Internet, on tombe sur des résultats tout à fait différents. Et les vélos de filles sont souvent des vélos avec un petit panier à l'avant pour aller faire des courses, par exemple. En tout cas, il y a moins de vélos de filles qui incitent à partir à l'aventure. Donc ça se joue déjà dès l'enfance. Et après, sur le voyage à vélo spécifiquement, peut-être aussi qu'il y a un petit peu moins de récits d'exploratrices ou d'aventurières dans nos imaginaires collectifs et dans notre histoire. C'est notamment Lucie Azéma qui l'explique très bien dans son livre « Les femmes aussi sont du voyage ». Il y a une invisibilisation des femmes dans l'aventure, donc peut-être que c'est aussi à nous tous collectivement de mettre en valeur plus de femmes aventurières ou même des femmes qui font des voyages à vélo pour montrer aux autres que c'est possible et tout ce que ça peut apporter. Merci. Hélène, tu me confiais en préparation de cette table ronde que le chiffre, justement, ce décalage entre hommes et femmes, qui est sur le slide précédent, t'avait étonné parce que c'était pas forcément à l'image de votre clientèle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Nous, on est sur quelque chose qui est beaucoup. On est quasiment à 50-50. On est même j'ai regardé hier, du coup, par curiosité, on est à 52% de femmes et 48% d'hommes. Je sais pas l'expliquer exactement. Nous, on a beaucoup de clients de notre clientèle qui est néo-pratiquante, et on va avoir
beaucoup de notre clientèle qui vient, alors comme on le disait tout à l'heure, pour le côté découverte, nature, déconnexion, mais aussi beaucoup pour le dépassement de soi. On a beaucoup de gens qui se disent je vais faire cet itinéraire-là, je vais prendre le temps qu'il faut, mais à la fin je serai content d'y être arrivé. Alors chez nous c'est autant des hommes que des femmes. Alors je sais pas si c'est une des explications ou pas d'un écosystème qui est en train d'évoluer un petit peu et des pratiques qui sont en train d'évoluer un petit peu, parce que on a que 3 ans d'ancienneté, donc j'ai pas vraiment d'historique. Et chez nous, il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que en fait, il y a énormément de groupes qui partent, des groupes mixtes. Quand je dis mixte, c'est pas hommes et femmes, c'est vélo musculaire et vélo électrique, parce qu'en fait, le vélo électrique permet aux personnes, que ce soit des hommes ou des femmes ou des plus jeunes ou des moins jeunes, de permettre aux gens qui ont moins confiance, qui ont un petit peu plus peur, de faire le voyage avec des personnes qui sont plus en confiance. Et qui se disent, en fait, si jamais j'arrive pas à le suivre, ou si jamais j'arrive pas à la suivre, je vais enclencher mon assistance électrique, puis en fait, le voyage, je le ferai jusqu'au bout. Et je pense que ça, c'est un élément qui rassure énormément et qui met beaucoup en confiance les personnes qui le sont pas forcément complètement au début. Merci. Dernier point peut-être pour toi, Vincent, complètement différent. On voyait aussi que c'était plutôt une affaire des plus jeunes, les voyages à vélo, et je me demandais quelle était la moyenne d'âge au Madjack, et si vous aviez envisagé de faire des formats dédiés peut-être à des personnes plus seniors. Oui, clairement, nous, la moyenne d'âge est 29-30 ans. Et on a très très peu de gens qui viennent avec des enfants, aussi parce que le format s'y prête peut-être un petit peu moins. Mais du coup, nous, notre réflexion aujourd'hui, c'est plutôt sur ce créneau famille. On voit qu'il y a tout un développement autour des carrioles. Moi, je suis vraiment super étonné par ce chiffre, là, 35% avec des enfants. Je m'y attendais pas. Et donc, nous, c'est des formats sur lesquels on réfléchit. C'est intéressant là ce qui était dit sur la répartition homme-femme. Je disais que tout à l'heure, nous, on est sur du 50-50 sur nos formats à 800 participants. Par contre, dès qu'on est sur des formats un peu plus engagés, où la dimension sportive est plus présente, ça tombe à 70-30 la répartition homme-femme en faveur des hommes. Donc clairement, je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire au niveau de l'imaginaire, ce que tu mentionnais, Océane. Voilà. Donc nous, c'est ça, on va dire, les axes de développement de la Madjack Vélo, c'est famille et des formats plus engagés, où on aimerait bien réussir à garder une parité. Ok, on va conclure cette table ronde. Est-ce que chacun, vous pourriez me donner votre souhait pour l'avenir ? Pour moi, le souhait, il est qu'on revienne, je sais pas, dans 5 ans ou dans 10 ans, et que ces chiffres-là aient bien changé, qu'on ait réussi à toucher plus de femmes, plus de ruraux, et des couches plus populaires de la population. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé cette association. C'est qu'on n'a pas envie que le voyage à vélo, ce soit que une pratique d'hommes blancs, urbains et riches. Je partage ce souhait. Je pourrais m'inscrire pareil sur ce souhait. Nous, il y a quand même effectivement la notion de lien. Nous, sur les Madjack, on emmène les gens vraiment dans les territoires très ruraux. Donc, c'est une grosse réussite quand on arrive à embarquer. Par exemple, on a des Madjack, par exemple, en Picardie, et on a du coup des gens qui accueillent la Madjack en Picardie, donc des gens qui vivent plutôt en milieu rural, qui viennent ensuite sur nos autres formats dans le Morvan ou à Mille Vaches. Ça, on trouve ça super chouette. On aimerait bien et on voit vraiment que c'est une autre population, et on aimerait bien réussir à intégrer plus de cette population-là dans nos formats. Et Hélène, pour terminer. Moi déjà, je suis très contente aujourd'hui de voir le voyage à vélo dans une étude vélo, ce qui est assez rare au final. Et je pense que ce que j'aimerais bien voir dans l'avenir, justement, c'est une démocratisation plus forte du voyage à vélo. Parce qu'on a peut-être des images d'aventuriers à vélo qui vont faire des distances incroyables, mais en fait le voyage à vélo, on peut l'avoir même sur une journée, on peut l'avoir sur un week-end, on peut l'avoir sur des formats plus courts, et je pense que c'est quelque chose qui est en bonne voie. Je pense que ça se démocratise de plus en plus, mais je pense qu'on peut aller encore bien plus loin. Merci beaucoup pour votre témoignage. On a
Stein et H2R La Mondiale vous offrent à tous un livre, le livre écrit par Stein, on vous le remettra tout à l'heure. Bah écoutez, merci à tous pour votre présence ce matin. Virgile a dû s'éclipser, donc je vais faire le mot de conclusion à la fin. Je crois que l'étude l'a montré. Le vélo, c'est pas une solution d'avenir, c'est une solution du présent. Et donc compter sur l'Union Sport et Cycle qui sera, comme d'autres partenaires, comme d'autres entreprises, présent dans les années à venir pour défendre à la fois l'industrie, mais également le développement de la pratique du vélo dans notre pays. Donc merci à tous et attention, restez bien si vous avez un peu de temps pour le magnifique documentaire qui vous sera présenté juste après. Alors, on m'entend là ? Non. Moi aussi, j'ai un petit mot de la fin. Je vous garde pas très longtemps. Il y a deux constats sur l'étude que l'étude fait, sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est les bénéfices santé du vélo. On l'a dit tout à l'heure, on a un formidable outil de santé publique, puisque plus de pratiquants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des Français en meilleure santé, ça veut dire une baisse des coûts de la santé pour l'ensemble de la société. Donc on comprend évidemment pourquoi H2R La Mondiale, en tant que groupe de protection sociale, veut encourager la pratique du vélo, mais finalement c'est pas que pour nous, pour le groupe, c'est vraiment pour le bien-être et pour la société en général. Le deuxième constat finalement, c'est quoi ? C'est que on est français, on a toujours tendance à voir les choses avec un prisme un petit peu négatif de premier abord, à râler en premier temps. Et en fait, qu'est-ce que l'étude nous dit ? Qu'est-ce que les Français nous disent ? C'est que il y a beaucoup de Français qui possèdent un vélo, qui pratiquent, mais qui ne sont pas encore assez assidus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une multitude de raisons de ne pas se mettre au vélo, ou en tout cas de le garder dans le garage. Chaque Français, chaque personne a sa bonne raison de ne pas faire du vélo. Et en tout cas, le souhait que nous faisons à H2R La Mondiale, c'est justement, avec notre communauté Vivons Vélo, de changer cet état d'esprit, de prendre un petit peu de recul par rapport à la multitude de freins qui existent et plutôt de s'attacher à changer l'attitude face aux freins, à rendre le vélo un peu plus positif. Et c'est ce que nous faisons avec notre communauté qui s'appelle Vivons Vélo, pour rappel. Et pourquoi ? Parce que pour nous, on croit fortement au potentiel de cette communauté, parce que pour nous, il y a deux bonnes raisons justement de changer notre état d'esprit et de voir le vélo plutôt comme une belle opportunité pour la société, pour le bien-être individuel mais aussi collectif. C'est que grâce à Vivons Vélo et grâce aux communautés, vous ne pédalez pas tout seul, vous êtes accompagné, vous pédalez avec des personnes. Or les proches, les pairs, c'est justement une bonne raison de se mettre au vélo et de le voir comme un élément positif. Et le deuxième point, c'est qu'avec la communauté, vous pédalez pour une bonne cause. Vos kilomètres ne sont pas perdus, entre guillemets. Ils vous font du bien à votre santé, mais aussi aux autres, car chaque kilomètre est transformé en don pour l'Institut Pasteur, pour la recherche, et aussi en arbres plantés. Et donc c'est vraiment ces deux axes-là, le fait de pédaler avec les autres et pédaler pour une bonne cause, que nous allons mettre particulièrement en avant dans les années à venir, et en partenariat avec vous, avec toutes les personnes présentes et les partenaires FFC et FF Vélo qui sont présents, et aussi Cyclofix qui est en masse devant. Et donc je vous remercie vraiment sincèrement tous d'être venus. Il reste, si vous voulez, un petit peu de thé et café en haut. Voilà, on peut rester un peu et discuter, débriefer de cette étude si vous le souhaitez. Et puis d'ici quelques minutes, on diffusera le film de Louise et Océane. Je vous conseille vivement de rester. Il est particulièrement juste, il donne un point de vue très large et particulièrement juste sur le vélo en France, les femmes et le vélo, mais pour moi ça traite aussi du vélo en France de manière générale. Merci beaucoup.